Catherine Frade, qui est psychologue, psychopathologue du travail, coach systémique international et docteur en pharmacie. Bonjour à toutes les deux, merci d'être avec nous. Bonjour à tous. Vos micros fonctionnent bien. Donc, Catherine Frade, dans l'assistance, il y a beaucoup de personnes qui peut-être souffrent au travail, ne sont pas épanouies au travail, pensent à la reconversion, pensent à se lancer dans la formation continue, à changer de voie. Vous êtes passé par là aussi, vous avez eu une nuit avant de devenir psychologue. Est-ce que vous pouvez nous raconter? Donc, moi, je suis docteur en pharmacie à l'origine. Vous m'entendez bien là? Je crois que le micro ne fonctionne pas bien. Est-ce que vous là, pouvez essayer dans le deuxième? Celui-là ne marche pas du tout. Est-ce que là, c'est mieux? Je vais coller là. Ah, oui. Celui-là marche? Non. Oui, et celui-là? il marche. D'accord. Alors celui-là. Juste rapprocher le logo. Comme ça? Oui, voilà, ça marche. Merci. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis docteur en pharmacie à l'origine. J'ai choisi un métier, j'ai pris le métier que mes parents m'ont autorisé à prendre parce que j'avais deux autres envies qui ont été vite évacuées pour des raisons différentes. Voilà, à 17 ans, on fait ce qu'on peut avec sa famille, son environnement. Et donc j'ai fait pharmacie pour faire de l'officine, pour écouter les patients initialement, donc travailler dans une pharmacie de ville. Et très vite, je me suis rendu compte que ça m'ennuyait profondément d'être en officine et de vendre des médicaments, et surtout on n'écoutait pas du tout les patients puisqu'il fallait vendre des boîtes rapidement. Et donc je me suis dirigée vers l'industrie et j'ai fait un cursus dans l'industrie pharmaceutique qui m'a passionnée pendant 18 ans salariée. J'ai travaillé 2 ans en production initialement et puis après j'ai bifurqué en droit de la santé et gestion de projet international. France-Europe internationale, voilà, le plus gros poste que j'ai eu, je manageais une équipe de 12 personnes et on a fait la fusion internationale sur 2000 personnes, 3000 produits et 83 pays. Voilà. Tout ça sans me poser de questions jusqu'au 11 septembre 2001, voilà, qui a été le coup d'arrêt dans ma carrière parce qu'à l'époque j'étais dans une toute petite société, on était 11 en Europe. Et en fait, notre société, mon chef, le PDG, devait récupérer le chèque de financement de la société dans les tours new-yorkaises, dans les tours jumelles, le 13 septembre. Donc autant vous dire qu'on ne l'a pas eu. Donc la société a coulé, pas tout de suite. Donc j'ai aidé mon chef à chercher des financements. C'était pas du tout mon métier. Hein. Moi, j'étais plutôt en développement, en recherche et développement. Et en fait, j'ai vendu la boîte avec mon chef début 2003. Début 2002. Et puis je me suis retrouvée sur le carreau comme les autres, puisque ceux qui nous ont achetés voulaient les produits, mais pas les personnes. Donc je me suis retrouvée au chômage, parce que je ne pensais pas que ça m'arriverait un jour, parce qu'on me proposait du boulot tous les 3 mois à l'époque. Et donc arrivé au chômage, je vous passe les péripéties, la vie est faite de rencontres, et je rencontre quelqu'un, un homme qui fait des tests MBTI, je ne sais pas si il y en a qui ont fait ça ici, donc c'est des typologies de caractère jungiennes, et avec une femme médecin en privé, en consultation privée, et il n'avait pas du tout ce que j'avais moi déjà eu en MBTI. Je lui dis, écoute, j'aimerais bien la voir, cette personne, elle m'a l'air bizarre, et moi j'adore les gens bizarres. Donc je vais la voir, et en fait très vite, au bout de 3 séances, elle me dit je ne sais pas ce que vous faites en affaires réglementaires, vous êtes hyper créative. Comment exercez-vous votre créativité là-dedans? Alors, il faut dire, j'étais Madame Loi, j'étais vraiment la garante du respect des lois dans l'industrie pharma, je m'occupais des négociations avec les ministères, etc., à l'international. Et elle me rajoute, je vous vois, alors j'espère que vous êtes bien assis, psychologue, donc là j'ai déjà failli tomber de ma chaise, et deuxième mot, j'ai failli ne pas me relever du tout, et astrologue. Voilà, autant vous dire que là, c'était fini. C'est devenu persona non grata dans ma famille, pas du tout un métier normal. D'ailleurs, ça m'avait effleuré à 17 ans. J'avais dit à ma mère, oh psycho, j'aimerais bien, elle m'a dit non, tu vas faire un vrai métier. Voilà, et à ce jour, je suis psychologue et astrologue, avec quelques péripéties, dont un burn-out qui m'a énormément enseigné. Donc ce burn-out, j'étais en arrêt 2 ans, 2013-2014, et 6 mois un légume.
quand je vous dis un légume, c'est-à-dire que quand mes enfants au petit déjeuner me disaient passe-moi les cornflakes, ça arrive à l'oreille mais pas au cerveau. Je ne comprenais pas ce qu'ils me racontaient. Voilà, j'ai cru que c'était fini pour moi, d'autant plus que ma collègue médecin, elle est décédée en 6 mois de temps. Et avec le recul, je peux vous dire que le burn-out, c'est une deuxième chance. Est-ce qu'il y en a qui sont en burn-out ou ici ou qui ont eu un burn-out? J'aimerais bien savoir. Que 2 personnes? Ah non, plus. Voilà. À ce jour, il y a un tiers des personnes qui ont fait un burn-out en France, donc c'est énorme. Et pour moi, le burn-out est vraiment l'indice qu'on n'est pas du tout sur son chemin de vie. Voilà. Entre autres. Après, il y a d'autres choses qui rentrent en jeu. Et donc, voilà, ma collègue médecin est décédée. Quand j'ai repris mon travail en 2015, je me suis dit, je vais faire ce que je conseille à mes patients. Donc, j'ai des patients en tant que psychologue et coach depuis 2007, à temps partiel initialement, et depuis 2015 à plein temps. J'ai dit, je vais faire ce que j'aime, c'est-à-dire psycho-RH coaching. Voilà. Catherine, de votre côté, qu'est-ce que vous conseillerez à tous ceux qui cherchent leur voie? Comment trouver sa voie? Moi, je vais vous illustrer à partir de la vision des Indiens. Parce qu'en fait, dès qu'on sort du monde occidental, il se dit beaucoup de choses dont on ne parle pas du tout en France et qu'on essaye d'ignorer, voire on est dans le déni. Et en fait, non, ça marche. Et donc, qu'est-ce qu'ils racontent les Indiens védiques depuis 6000 ans pour les personnes et depuis 12 000 ans pour les lieux? Ils disent qu'on est un paquet d'énergie. Et Einstein l'avait dit aussi à sa façon, un paquet... En fait, le monde est énergie, tout est vibratoire, et on est tous traversés par ce champ électromagnétique terrestre, si on peut appeler ça énergie. Et en fait, personne ne nous apprend à gérer cette vie qui vous traverse tous. Or, ok, on a tous 2 yeux, un nez, une bouche, mais en fait, la façon dont la vie nous traverse, on va la vivre différemment. Et là, il y a des règles, entre guillemets, et puis il y a un décodage à faire chacun pour soi. Donc, qu'est-ce qu'ils racontent les Indiens? Ils disent que notre âme, alors notre âme, je sais qu'il y a des médecins qui m'ont dit qu'ils ne croyaient pas à l'âme. Bon, moi je ne sais pas faire sans l'âme. L'âme, on va dire, c'est ce qui nous maintient en vie. Ils disent que c'est une particule d'énergie de l'atmosphère qui descend et qui se drape comme la chenille dans son coco de voile. Donc on est tous entourés de voiles. D'ailleurs, quand on dit il en tient une couche, en fait on en tient plusieurs. Et donc le bébé n'arrive pas vierge sur Terre. Donc les Indiens disent que notre âme décide, entre guillemets, il n'y a pas de décision, mais c'est que 3 mois avant la date de la conception, elle va arriver sur Terre avec tel type de mémoire à transmuter. Donc moi je dis en simplifiant, la Terre est une machine à laver les âmes. Et donc, mettons, elle va rentrer avec, elle va s'incarner en se drapant de mémoire d'injustice, par exemple. Alors, vous pouvez prendre tous les grands drames de l'humanité. Heureusement, tout le monde n'a pas tout, mais on en a tous au moins un. Et donc, vous allez rentrer dans tel corps et dans telle famille pour matérialiser ces mémoires que le porte. Donc, soit vous allez vivre l'injustice vous-même, soit vous allez rentrer dans une famille qui va vivre l'injustice. Alors, quand je dis famille, c'est première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième génération et peut-être au-delà. Et donc, ce qu'ils disent, c'est voilà, si notre corps, mon corps, c'est la chenille, en fait, les voiles, c'est des couches invisibles qui correspondent au corps éthérique, aux auras. La première couche, c'est les mémoires de ce qu'on a vécu nous. La deuxième, ce qu'on porte des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents, etc. Tout l'inconscient collectif associé, toutes les histoires des peuples correspondants. Donc, vous voyez bien qu'on a tous au moins 2 grosses couches déjà avec les deux guerres mondiales, peut-être la guerre d'Algérie et autres, etc. L'inconscient collectif, les mémoires karmiques auxquelles je ne croyais pas du tout à ce que je vous raconte là. Je me serais rencontrée moi il y a 20 ans, je me dis non, il faut la lier celle-là. Mais voilà, à chaque fois que je vois la vie avec cette hypothèse, tous les problèmes se résolvent. Donc je viens par voir que l'hypothèse est vraie. Donc les mémoires karmiques qui sont les mémoires des vies passées et les mémoires akashiques qui sont les mémoires de notre âme. Et donc c'est pour ça que quand les gens disent j'en ai marre de tous ces problèmes, je vais partir au bout du monde, comme ça va s'arrêter, ben en fait ça ne s'arrête pas puisque en fait on les porte les problèmes et on fonctionne comme un électroaimant, c'est-à-dire que si je reste sur cette mémoire d'injustice, ben, tant que vous avez cette mémoire qui sont des nœuds invisibles, donc les Indiens disent qu'on est entouré de 72 000 canaux, donc avec des différentes mémoires, et ben vous allez attirer des situations d'injustice. Donc la seule façon de faire, c'est de voir déjà de comprendre que notre âme, en fait, elle choisit tel corps, telle famille et telles expériences de vie
Donc en fait, il n'y a pas d'injustice. C'est bien nous qui l'avons attiré en tenant compte de tout ce qu'on se trimballe du transgénérationnel et de l'inconscient cognitif pour faire simple. Et que du coup, si on travaille sur soi pour enlever les boulets qui nous collent aux pieds, et ben en fait, vous allez avancer. Donc pour moi, maintenant, c'est vital de savoir, c'est qu'est-ce que vous faites sur Terre, et si vous faites qu'est-ce que vous faites sur Terre, c'est qu'est-ce que vous faites dans votre vie professionnelle, forcément. Si vous êtes là, vous avez tous un rôle à jouer. Il n'y a personne qui est inutile sur Terre. On vient tous faire quelque chose. Alors, vous avez une spiritualité très développée, Catherine, vous nous avez expliqué. En gros, cela signifie qu'il faut avoir confiance, être positif. Oui, comprendre que tout est enseignement. C'est Nelson Mandela qui dit, je crois, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Voilà. C'est vrai. Vous, Catherine, qu'est-ce que vous conseillez, vers qui se tourner vraiment pour affiner son projet, pour aboutir? Être attentif peut-être aux rencontres qu'on fait. Oui, la vie est un miroir, en effet, et vous pouvez avoir des indices partout sur votre vie. Je ne sais pas, par exemple, vous recevez des amis, vous adorez cuisiner. Moi, je connais des gens qui sont reconvertis dans des restaurants simplement parce qu'ils sur la base du plaisir qu'ils avaient en cuisinant pour leurs amis. Donc, c'est pas forcément, comme disait Aïssa, dans la vie professionnelle que vous avez les réponses. Et puis souvent, vos amis, enfin votre environnement, le sait, vous voit, c'est évident, ils disent mais toi je te verrais bien. J'ai un de mes clients qui m'avait dit un jour qu'il avait organisé une soirée chez lui en fait, avec une trentaine de personnes. Et puis l'objectif c'est que chacun dise oui, il le verrait. Et du coup il a eu plein de retours comme ça, non conventionnels. Et sur cette base-là, il s'est réorienté. Et là, ça lui a plu. Voilà. Après, moi, je fais des bilans de compétences officiels et des VAE, aussi de l'accompagnement à VAE. Je suis même membre de jury de VAE pour Paris 11, pour les masters de qualité à la fac de pharma. Donc moi, c'est quand les gens sont ouverts et prêts à ça, parce que souvent ils ne le sont pas, en tout cas pas forcément dans un premier temps, le plus court chemin, c'est l'astrologie. Alors, j'aurais pas dit ça ne serait-ce qu'il y a 2 ans, parce que je me dis, ah là, ça n'est pas sérieux, mais bon. Je dois dire que je trouve des perles, des pépites, des réponses incroyables dans les thèmes astro que je ne trouve pas en psycho. En fait, tous les thèmes sont parfaits. Donc déjà, vous pouvez tous vous dire qu'ici, vous êtes tous parfaits comme vous êtes. Seulement, on a tous un problème et il y a la solution dedans. Donc, pourquoi s'en priver, quoi? En 1 heure de temps, vous pouvez savoir qu'est-ce que vous venez faire sur Terre, quels sont les grands axes. Évidemment, ça reste de la symbolique. Il n'y a pas les numéros de téléphone des employeurs, ni des chéris. Mais voilà, on peut comprendre pourquoi on a rencontré telle personne, qu'est-ce que ça nous disait, pourquoi on a vécu telle expérience à tel moment. Et franchement, c'est un support qui est très intéressant. Je suis extrêmement troublée parce que nous avons exactement le même itinéraire. C'est-à-dire que je suis pharmacien, j'ai fait l'officine de DPST, je me suis reconvertie dans l'industrie, dans la recherche clinique, j'ai un poste de direction. Malheureusement, il y a 3 ans, j'ai un changement de manager, harcèlement, burn-out, licenciement, et puis je ne m'en remets pas. Bon. J'ai entrepris comme vous, je suis très connectée à la hygiène, la méditation, l'âme, etc. Ce que vous avez dit, je suis en pleine adhésion avec ça, et je travaille énormément. Mais ma question, c'est qu'à l'heure actuelle, j'ai évacué ma colère, j'ai nettoyé ça, il reste la tristesse, j'ai évacué l'injustice, mais en revanche, lorsque je repense à mon boulot qui me passionnait, j'ai systématiquement des crises d'angoisse. C'est-à-dire que je n'arrive pas à me projeter dans ce travail qui pourtant me plaisait beaucoup, sans être très angoissée. Du coup, j'envisage une reconversion sans jamais trouver vers quoi aller. Qu'est-ce que vous pouvez éventuellement vous dire de ça? Est-ce que je dois m'obstiner malgré tout dans ma branche? Ou est-ce que, parce que j'ai quand même plus de 20 ans d'expérience, j'ai 53 ans, donc c'est pas si simple, ou est-ce que je dois définitivement abandonner cette branche-là et malgré tout poursuivre une recherche, je dirais, dans mon âme, etc., du travail que je fais, pour trouver réponse sans pour autant l'avoir à ce jour? Alors, je vais avoir vous donner une réponse précise parce que là, il faudrait approfondir. Mais quand vous avez une émotion comme ça, en fait, émotion, c'est l'énergie en mouvement, d'accord? Et l'émotion, c'est le corps, en fait, qui est le marqueur des émotions. Donc, d'abord, c'est pas le mental qui décide ce qu'on va vivre comme vie, c'est notre corps qui vit l'instant présent. Notre cœur, il respire dans l'instant. Enfin, nos poumons respirent et notre cœur bat dans l'instant présent. Et notre mental met des mots dessus. À part que nous, on est éduqués à l'envers en Occident. On dit, si tu veux, tu peux. Non.
Le burn-out, c'est ça. Le burn-out, si tu veux, tu peux pas, en fait. C'est le corps, il dit maintenant, c'est stop, je te coupe la tête et tu es obligé de m'écouter. Et donc, quand vous avez une angoisse ou n'importe quelle autre émotion, s'il y en a d'autres qui ont des émotions comme ça récurrentes ou répétitives, c'est un signal qu'il faut traiter. Et donc, tant que vous avez cette émotion, vous ne l'enlevez pas, vous n'avez pas compris. Alors, c'est pas compris là, parce que vous avez compris que ça peut être un truc du transgénérationnel. Et moi, je trouve qu'on vit une époque fabuleuse parce que, je ne sais pas si vous avez vu les dernières études d'épigénétique. L'épigénétique, c'est l'étude de la modulation de l'expression des gènes. Donc, ces études ont montré qu'en fait, notre génétique est modifiée à 100% pour l'environnement. Donc là, je fais une parenthèse. Quand on nous dit c'est super, vous avez fait votre génome, pour ceux qui ont fait leur test ADN à l'étranger, et on va vous vendre, on va vous faire du marketing en fonction de votre génétique, et je me dis mais quelle hérésie, puisqu'en fait, si vous changez d'habitude, vous changez vos gènes. Donc l'épigénétique dit, enfin prouvé là récemment, que quelqu'un qui vit un stress, alors à une génération donnée, donc son ADN est modifié par le stress. Il transmet ces gènes modifiés à ses enfants qui vont vivre le stress de façon plus forte que son parent, alors qu'il peut-être il ne connaît même pas le stress, et les petits-enfants de façon encore plus forte, alors qu'ils ne connaissent pas du tout la dose, l'origine du stress. Donc peut-être votre angoisse, vous ne savez pas si c'est lié à ce métier ou si c'est lié à autre chose que vous ne connaissez pas. Donc c'est pour ça, moi je pense que c'est super intéressant. Moi je ne sais pas faire sans travailler avec le transgénérationnel. Pour moi, tant que vous avez cette angoisse, c'est comme ça vous faisait un filtre pour prendre les bonnes décisions. Donc vous ne savez pas si votre ancien métier finalement il est pas, et peut-être qu'il est bien, et qu'il y a juste un élément, et le burn-out c'est ça, hein. Le burn-out c'est pas tout le métier, des fois c'est juste une facette. En ce qui me concernait, moi j'étais en affaires réglementaires, c'est d'ouvrir un texte de loi. Donc maintenant j'ouvre n'importe quel texte de loi dans n'importe quel domaine, ça brille tout de suite dans ma tête. Donc je garde les réflexes juridiques, mais il faut que ça soit quelqu'un d'autre qui lise le texte de loi, ou alors je le lis mais 5 minutes, pas plus, quoi. Donc une fois que vous avez repéré la tâche qui a créé le burn-out, il faut comprendre pourquoi ça vous a mis en burn-out, justement. Parce qu'en général, parce que ça fait écho. Et ce qu'on dit en EMDR, les études, c'est la thérapie par les mouvements oculaires, en fait, ils ont démontré que quand les neurones sont affectés, ils s'enquistent, en fait. Et donc, quand on nous dit il manque une case, il nous manque réellement une case. Pourquoi? Parce que l'influx nerveux des neurones, en fait, reste enquisté et donc ne circule plus. Mais les neurones qui ont vécu le trauma, ils n'ont pas vécu que le trauma, ils servent aussi à faire d'autres choses. Donc dès que vous allez avoir une activité qui va solliciter ces neurones-là qui ont été traumatisés, qui ont été impliqués dans le trauma, vous n'allez même pas pouvoir les utiliser pour autre chose. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment, dès que vous voyez dans votre vie en fait des schémas de répétition et que ça se durcit, ça bloque, ça se durcit, ça ferme et après vous avez des symptômes physiques ou psychiques et voire des maladies chroniques, et bien en fait il faut aller voir la cause, dénouer la cause et votre vie elle est transformée. Et peut-être que vous retournerez à votre premier boulot, mais vous le ferez différemment, ou vous allez l'enrichir avec autre chose. Et en ce qui me concerne, excusez-moi, j'ai juste envie de partager ça, je me suis dit à un moment pourquoi j'ai fait 20 ans en gros d'industrie pharma et 10 ans de psycho, alors que ça n'a rien à voir. Et bien en fait si, maintenant j'ai compris, c'est pour combiner les deux. Et donc du coup je suis en train de réaliser le rêve de ma vie, c'est que maintenant je suis en train de former des professionnels de santé, de l'assistante sociale aux médecins psychiatres, à comprendre ce qui se joue justement dans la relation clinique, dans l'échange, dans le non-verbal. Ça peut être aussi travailler, communiquer ensemble, qu'est-ce qui se joue dans le non-verbal. Et je vais travailler cette année avec une mutuelle qui a 150 agences en France, qui est super intéressée pour rembourser justement mon approche. Donc du coup, je vais former des gens massivement derrière une fois qu'on aura vu comment on peut le faire. Parce qu'une fois que vous avez compris que tout est lié, corps, esprit, émotion, énergie, et ben vous pouvez pas, alors vous pouvez pas vous dissocier. Malheureusement, tout le trauma nous fait qu'on se dissocie, mais on peut très bien se réassocier et redevenir entre guillemets normal, en tout cas pas malade. Donc si vous avez encore les symptômes du burn-out, c'est que la cause du burn-out n'a pas encore été traitée. C'était pour aller dans la même thématique prénatale, parce que moi aussi j'ai vécu un harcèlement oral et ensuite un épuisement professionnel. Et donc vous parliez des émotions et de fait que les choses se passent dans le corps. Et donc vous disiez qu'il fallait trouver la cause.
La question, c'est par quel moyen, en fait, dit à la dame, voilà, il fallait trouver la pause pour pouvoir retrouver son chemin de vie. En gros, est-ce qu'une psychothérapie peut aider à se sentir plus en confiance pour trouver sa voie de façon? Et là, vous parlez de quelque chose de profond. On ne vous entend pas bien. J'ai l'impression que vous parlez de quelque chose de plus profond quand vous parlez de chemin de vie. Alors, moi, je peux vous dire ce que je fais, parce que, en fait, quand j'ai découvert ce monde, ma première action, d'ailleurs, c'était qu'est-ce que c'est que ce monde à côté duquel je suis passée pendant si longtemps. Et puis, deuxième question, c'est mes anciens collègues, c'est quand même des médecins et des pharmaciens, je vais me faire allumer si je ne peux pas expliquer rationnellement ce que je cherche. Et qu'est-ce que je cherchais, finalement? C'était comment expliquer cet inconscient individuel et collectif, c'est-à-dire quand vous voyez quelqu'un chez des amis le soir, vous voyez des gens que vous ne connaissez pas, pourquoi vous dites celui-là je le sens pas, ben, en fait il y a des fondements qui se mesurent même, d'ailleurs je mesure ça avec une machine de physique quantique russe à ce jour. Donc on voit exactement les trous des auras, où sont les chakras, etc. Donc les gens qui ne sentent rien dans leur corps disent ah bah oui ça marche, puisqu'il y a une différence de signal avant et après une heure de séance par exemple. Donc moi ce que j'ai compris, mais voilà après c'est ce que j'ai compris que je peux vous transmettre, c'est qu'il faut faire, enfin moi c'est pas il faut, mes protocoles c'est de faire des séances longues, c'est-à-dire 1 heure minimum. L'idéal c'est de faire 2 heures, 3 heures. En début d'année, fin de l'an dernier, j'ai carrément un médecin de Lyon qui est en burn-out, qui est venu, malgré les grèves, etc., pour que je fasse des séances de 3 heures. On a fait 3 séances de 3 heures consécutives, 3 jours d'affilée, parce qu'elle n'arrivait pas à se remettre de son burn-out, malgré tout ce qu'elle a fait. Et pourtant, elle est de la partie, donc elle sait. Mais on ne peut pas se sortir tout seul, parce que le principe, c'est qu'il y ait quelqu'un qui nous voit de l'extérieur de notre filtre. Donc même moi qui connais les trucs, je ne peux pas me faire ce que je fais aux autres, parce que je ne peux pas me voir de l'extérieur. Et qui nous voit à l'intérieur. On va dire notre âme à l'intérieur, d'accord? Et donc ce décalage, donc déjà c'est comprendre c'est quoi l'énergie qu'on porte. Donc moi personnellement je me sers de l'astrologie, ce qui permet d'aller très vite, enfin en 1 heure c'est fait. Après je sais qu'il y a des gens qui travaillent là-dessus et que c'est vrai que quand on questionne pendant au bout de plusieurs séances, vous arrivez à faire des recoupements. Bon c'est juste que pour moi ça va plus vite. Et ensuite, normalement, c'est si vous êtes sur votre chemin de vie, tout roule. Hein, comme dit le film, la vie est un long fleuve tranquille. Mais si ça ne roule pas, ou s'il y a une des facettes sur laquelle ça ne roule pas, c'est que vous êtes bloqué. Donc après, je regarde les blocages. Mais en fait, le corps, il sait tout. Votre corps, c'est tout. C'est ça qui est extraordinaire, y compris ce que notre cerveau ne sait pas. Et notre cerveau, lui, j'arrive à me dire, le cerveau raconte des bêtises toute la journée, que le cerveau vit dans le passé. Pourquoi ? Parce que le cerveau, il a appris, d'ailleurs, nos apprentissages, c'est toujours dans le passé. Donc c'est dans la famille où on est né, c'est les études qu'on a faites, c'est les gens qu'on a rencontrés, les amis, etc. Les expériences de vie qu'on fait. Si vous faites une expérience qui se termine bien, vous dites tiens, c'est ça qu'il faut faire. Et vous avez, chacun de nous, on fait nos conclusions. Mais rien ne dit que ce soit les bonnes conclusions, en fait. Et c'est comme ça qu'on se bâtit des fausses croyances, de toute bonne foi. Et donc l'idée, c'est une fois que je sais quel est votre chemin de vie, on regarde ce qui bloque. Et votre corps, il sait. C'est ça qui est extraordinaire. Donc je pose des questions. En fait, j'ai un protocole où je pose 3 questions. Alors les gens, surtout ceux qui sont dans le mental, ils ont littéralement les yeux qui tournent comme dans les dessins animés. Et je leur dis, je vais vous poser 3 questions, mais vous ne répondez pas. Vous regardez juste où ça résonne dans le corps. Voilà. Et donc on cherche par rapport à la résonance dans le corps, mais pas avec une réponse dans le mental. Et ensuite 2 questions, puis 2 questions, puis 2 questions, etc. Jusqu'à un moment, on fait une association libre. Il y a une image, soit le patient, soit moi. Et ensuite, je remonte le temps. Alors moi, personnellement, j'utilise des constellations familiales et systémiques. Je le fais en individuel. On peut le faire en groupe. Il y a beaucoup de gens qui font ça en groupe, mais moi, mon problème dans ma vie, ça n'a pas été de sentir l'invisible, c'était plutôt d'arrêter de le sentir. J'avais tout le temps trop d'infos. Donc maintenant, je sais me canaliser et j'essaie d'aider aussi les gens à canaliser. Parce qu'il y a aussi des gens qui sont malheureux parce qu'en fait, ils ne savent pas qu'ils sentent tout et ils sentent beaucoup trop. Et ils sentent aussi les mémoires des autres. Et en plus, en ce moment, vous avez dû sentir, les énergies sont quand même particulières, très intenses. Et donc, il ne faut pas se laisser happer par la morosité, la nervosité, la dépression ambiante, parce qu'en fait, on peut retrouver sa joie de vivre. Et si vous retrouvez votre joie de vivre, vous rayonnez positivement sur les autres. Et donc, du coup, c'est aussi ne pas se faire plomber, donc ne pas rester avec des gens qui vous plombent.
pas trop écouter les médias. Là, je suis désolée, moi je regarde plus les infos et surtout pas avant de dormir, parce que voilà, le cerveau ne fait pas la différence entre l'imaginaire et la réalité. Si je vous dis là, vous pensez à une citronnade, tous, ce que vous sentez, on salive, d'accord? Il n'y a pas de citronnade, il n'y a pas 500 citronnades ici. Donc voilà, donc si vous regardez un film drôle, bah, vous êtes hilar. Si vous regardez un film de violence, votre corps il est secret, ça ne peut pas être autrement. Donc voilà, c'est repérer ça et c'est pas honteux que de se faire aider. En ce qui me concerne, j'ai écrit un article d'ailleurs dans la revue Soins Infirmiers qui est paru en novembre 2018 où je raconte le cas d'une jeune fille, alors je sais plus si elle a 24 ou 27 ans, elle a fait un burn-out, qui a eu 3 ans d'arrêt de travail. Et moi je l'ai vue 3 fois 1 heure à 1 mois d'intervalle et elle est repartie bosser. Voilà. Merci Madame Frade, merci à Maïssa Dari. Maïssa Dari, vous pouvez la retrouver d'ailleurs sur le stand de Pôle emploi ici dans le salon si vous souhaitez discuter de façon plus approfondie de votre projet de reconversion. Merci de nous avoir écoutés. Bonne fin de journée au salon du travail de la mobilité professionnelle. Merci à vous.